Salut, je suis enchanté de te voir. Partageons un instant inoubliable. Retrouve toute la collection de livres d'analyse sur l'âme-de-l'œuvre.fr. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un vrai, Ah oui, rien que ça. les Fables de La Fontaine, et plus précisément le livre 5. D'accord. L'idée, ce n'est pas de faire un cours de littérature, mais plutôt de comprendre pourquoi ces histoires d'animaux, écrites il y a des siècles, nous parlent encore autant aujourd'hui. Tout à fait. On va regarder Le bûcheron et Mercure, La poule aux œufs d'or, pour voir ce qu'elles disent de nous, de nos folies, de notre rapport à l'argent, bref, chercher la sagesse derrière les vers. Et c'est un défi passionnant parce que La Fontaine lui-même nous donne la clé. C'est-à-dire, Il dit que son œuvre est une ample comédie à 100 actes divers et dont la scène est l'univers. En fait, ce n'est pas un recueil de contes. non. C'est un miroir qu'il nous tend. On croit lire une histoire d'animaux et paf, on se retrouve face à nous-mêmes. C'était exactement ça. Et ce qui est frappant dans ce livre V, c'est l'obsession pour l'argent, la richesse. Commençons, si vous voulez bien, par Le bûcheron et Mercure. Allons-y. Le décor est simple. On a un pauvre type, un bûcheron, qui perd son seul outil de travail, sa cognée. C'est son gagne-pain. Il est au désespoir. Et là, un dieu, Mercure, apparaît. Et il lui tend une sorte de piège, en fait. Oui, c'est une véritable expérience psychologique. Il lui propose d'abord une hache en or, Et le bûcheron refuse. puis une en argent. Il refuse encore. Il veut juste la sienne, celle en bois, toute simple. Son honnêteté est récompensée. Il repart avec les trois. On pourrait se dire, fin de l'histoire, morale simple. Ah mais pas du tout. Non, c'est là que ça devient génial. L'histoire se répand dans la forêt. Et d'un coup, tous les autres bûcherons se mettent à perdre leur cognée en hurlant pour qu'un dieu vienne. C'est la cupidité qui entre en scène. Et eux, ils échouent lamentablement au test. Dès que Mercure leur montre la cognée d'or, ils crient « C'est la mienne !» Le mensonge est flagrant. Et la punition est directe, presque comique. Mercure leur donne un grand coup de cognée sur la tête. Voilà. La morale est double en fait. Oui, parce que spontanément, on se dit « l'honnêteté paie ». Mais ça semble un peu court, non? La Fontaine était-il si optimiste? Justement, c'est toute la subtilité. Il ne dit pas seulement que l'honnêteté est récompensée. Il montre surtout que la cupidité, elle, est activement punie. D'accord. La punition est bien plus intéressante que la récompense. La Fontaine nous dit peut-être que l'honnêteté d'un seul est une exception, mais que la cupidité de la foule, ça, c'est la règle. Et elle mène au désastre. Cette idée de cupidité qui mène au désastre, ça me fait penser tout de suite à une autre fable. Terrible. La poule aux œufs d'or. Exactement. On sent la catastrophe arriver dès le début. Ce type a une machine à cash littérale dans son jardin. Et ça ne lui suffit pas. Un œuf d'or par jour, c'est une rente incroyable, stable. Mais non, Il est impatient. il veut tout de suite. Il est persuadé que le corps de la poule cache un trésor. Alors il la tue. Et bien sûr, il découvre quoi? Hein. Une poule normale. Et il a tout perdu. Ce qui est fou, c'est qu'on dirait qu'il décrit un biais cognitif parfaitement connu aujourd'hui. Cette incapacité à évaluer un gain futur face à un gain immédiat. C'est exactement ça. Il sacrifie l'actif pour la liquidité. C'est une erreur classique en économie. On coupe dans la recherche pour booster les résultats du trimestre. Voilà! On épuise un écosystème pour un profit rapide. La Fontaine est claire. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. C'est presque mathématique. Mais est-ce que le court terme est toujours un mauvais calcul? Je pense à une autre fable, le petit poisson et le pêcheur. Ah oui, c'est un bon contre-exemple. Le poisson supplie le pêcheur de le relâcher en promettant qu'il sera bien plus gros plus tard. Et la réponse du pêcheur est d'un pragmatisme brutal. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux tu l'auras. L'un est sûr, l'autre non. Ici, La Fontaine change de perspective. Ce n'est plus la cupidité de celui qui a déjà beaucoup. C'est la logique de survie de celui qui n'a rien. Se permettre de parier sur l'avenir. Ces fables explorent donc tout le spectre de l'avidité stupide à la prudence nécessaire. Et au fond, cette avidité, c'est une forme d'aveuglement. On est tellement obsédé par l'or qu'on ne voit plus la réalité. Tout à fait. Ce qui nous amène à un autre grand thème, non? Ceux qui jouent sur l'illusion pour paraître plus qu'ils ne sont. Je pense bien sûr à l'âne vêtu de la peau du lion. Une fable d'une modernité incroyable. L'âne enfile une peau de lion. Et hop, il sème la panique. L'imposture fonctionne à merveille. Il suffit de porter le bon costume. Jusqu'au détail qui tue. Le fameux petit bout d'oreille échappé par malheur. C'est ça, le petit rien qui révèle toute la supercherie.
Et la conclusion de La Fontaine, c'est une flèche en plein cœur de sa société et de la nôtre. Il nous dit regardez les gens qui font beaucoup de bruit, qui ont le bel équipage, grattez un peu. Et derrière le lion, il n'y a qu'un âne. C'est une critique féroce de la culture de l'apparence, le fake it till you make it du XVIIe siècle, mais La Fontaine nous prévient, ça ne marche qu'un temps. La réalité finit toujours par ressortir. On a une autre version de ça, presque comique, avec la montagne qui accouche. C'est un peu le clickbait de l'époque, non? C'est tout à fait ça. La montagne fait un bruit assourdissant, tout le monde s'attend à un cataclysme, Une cité plus grosse que Paris. et au final, après tout ce tapage, Elle accoucha d'une souris. La Fontaine vise les auteurs, les beaux parleurs qui promettent des chefs-d'œuvre et ne livrent que du vent. Mais ça s'applique à tout, hein. Les promesses politiques, le marketing. Absolument. Il y a une troisième fable sur ce thème de l'illusion, peut-être encore plus subtile. C'est l'âne portant des reliques. Ah oui, excellente. L'âne transporte des objets sacrés. Sur son passage, les gens s'agenouillent, chantent. Brûle de l'encens. Et l'âne, dans sa vanité, il pense que tous ces honneurs sont pour lui, Le pauvre, il y croit dur comme fer. jusqu'à ce qu'on le remette à sa place. Ce n'est pas vous, c'est l'idole à qui cet honneur se rend. C'est une leçon d'humilité fondamentale. Ne pas confondre la fonction et la personne. Voilà. On respecte la robe du magistrat, pas forcément le type qui la porte. C'est le danger de s'identifier à son statut, à son uniforme. On n'est qu'un véhicule, en somme. Donc, entre la cupidité qui aveugle et l'illusion qui trompe, la question c'est comment on navigue dans ce monde si piégeant? Exactement. Et La Fontaine y consacre plusieurs fables qui sont de vraies leçons de stratégie de vie. L'une des plus dures, c'est le pot de terre et le pot de fer. Ah oui, celle-là, elle est d'une brutalité. Le pot de fer, le solide, qui propose au pot de terre, le fragile, de voyager ensemble. Il lui promet sa protection. Le pot de terre hésite, il sent bien que c'est une mauvaise idée. Il se sait trop vulnérable. Mais il se laisse convaincre, et le drame arrive inévitablement. Au premier choc, le pot de fer, même sans le vouloir, Et le met en éclat. la morale est terrible, ne nous associons qu'avec nos égaux. C'est une analyse presque physique des rapports de force. Dans une alliance inégale, même avec les meilleures intentions, c'est toujours le plus faible qui paye. C'est une vision du monde assez sombre quand même. Oui, Et dans le même registre, il y a cette tendance qu'on a tous à blâmer le destin pour nos erreurs. C'est le sujet de la fortune et le jeune enfant, c'est ça? Oui, un jeune garçon s'endort au bord d'un puits, la fortune, la chance personnifiée, le réveille juste à temps. Mais au lieu de se faire remercier, elle lui passe un savon. Un savon. Elle lui dit en gros, si tu étais tombé, tout le monde aurait dit que c'était de ma faute, alors que c'était entièrement la tienne. C'est un appel à la responsabilité? Totalement. La Fontaine se moque de notre manie de toujours accuser le sort pour nos propres bêtises. Il dit « Est ton sort étourdi? Prend-on mal ses mesures? On pense en être quitte en accusant son sort. » En somme, arrêtez de chercher des excuses. Assumez. Mais heureusement, tout n'est pas si noir. Il nous donne aussi la solution, le secret du trésor dans le laboureur et ses enfants. C'est presque le contrepoint positif à tout ça. ah, c'est un chef-d'œuvre de pédagogie, cette fable. Un père mourant dit à ses fils qu'un trésor est caché dans leur champ. Pour le trouver, ils doivent retourner toute la terre. Il s'exécute, laboure le champ de fond en comble, et ne trouve rien, évidemment. Sauf que, Sauf qu'à la fin de l'année, la récolte est immense. Le champ si bien travaillé a produit plus que jamais. et c'est là qu'ils comprennent. Le père leur a montré que le travail est un trésor. Il ne leur a pas donné de l'argent, il leur a transmis une éthique. La richesse ne se trouve pas, elle se construit par l'effort. C'est la plus belle des transmissions en fait. Ils ne leur lèguent pas un capital, mais le moyen d'en créer. Exactement. C'est une conclusion magnifique. Donc au final, que ce soit notre soif d'or, le masque social qu'on porte ou nos alliances, La Fontaine a cartographié nos comportements avec une précision chirurgicale. C'est une sorte de manuel de survie en société. Absolument. Et pour finir, si je peux, j'aimerais laisser une dernière fable, une dernière question en suspens. Je vous en prie. C'est l'aigle et le hibou. Pour résumer, le hibou a peur que l'aigle ne mange ses petits, alors il lui en fait une description pour qu'il puisse les reconnaître et les épargner. Et quelle est cette description? Il lui dit « Mes petits sont mignons, beaux, bien faits et jolis sur tous leurs compagnons. » La description d'un parent qui aime ses enfants, quoi. D'accord. Le problème, c'est que l'aigle tombe sur un nid rempli de petits monstres fort hideux, rechignés, un air triste. Oh non. Ne faisant absolument pas le lien avec la description idyllique du hibou,
Il les dévore. Le pauvre hibou, il doit être anéanti. Dévasté. Mais La Fontaine, par la voix d'un autre oiseau, lui dit « N'en accuse que toi », ou plutôt accuse la commune loi qui veut qu'on trouve son semblable beau, bien fait et surtout aimable. En d'autres termes, son amour de père l'a rendu complètement aveugle. Sa description était subjective, dictée par l'affection et donc factuellement inutile pour l'aigle. C'est une leçon terrible sur la partialité de notre regard. Et c'est là que se trouve la question finale. La Fontaine nous montre qu'on est souvent les artisans de nos propres malheurs, par cupidité, par vanité, ou comme ici, par un amour qui nous aveugle. Alors la question c'est, si le hibou avait été capable de décrire ses enfants avec une objectivité froide, les aurait-il sauvés ? Et pour nous, aujourd'hui, quelle part de nos échecs ou de nos succès est due à notre propre description forcément biaisée de la réalité ? Abonnez-vous, mettez un j'aime, commentez et partagez cette vidéo. Allez, ne sois pas timide, fais-le pour moi.